aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit point lecture. Donc je viens vous parler des 3 derniers livres que j'ai lus depuis la dernière fois et de ma lecture en cours. Alors, dans ma dernière vidéo, je vous laissais avec Fugitive, donc le tome 2 de la saga Le Dernier Jardin de Lorraine de Stefano, que j'ai beaucoup aimé malgré ce que je vous disais la dernière fois. Donc j'ai eu un petit peu de mal au début, mais c'est parce que l'endroit où évoluent nos personnages me mettait un peu mal à l'aise. Mais après avoir fini le livre et y avoir mûrement réfléchi, ce passage est un peu obligatoire. L'histoire n'aurait pas été la même si Rin ne passait pas par là. Donc je peux pas vraiment vous faire un speech ou quoi que ce soit, un pitch, parce que ça serait vous spoiler sur le tome 1. Mais sachez que j'ai beaucoup aimé, comme le tome 1, j'ai aimé encore cette ambiance très lourde, très malsaine, assez angoissante parfois. Le personnage de Rin est toujours aussi attachant, toujours très forte, même si je trouve que elle abandonne un peu assez vite quand même dans ce livre. Mais j'étais très contente de retrouver l'univers, de retrouver les personnages. Et c'est une saga que je vous conseille vivement. Donc, et j'ai hâte de lire le tome 3 parce que là on nous laisse en plein suspense, en plein doute sur les personnages. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, le tome 3. Ensuite, j'ai lu Les Sorcières de Northampton. Donc c'est le tome 1 de la saga La Famille Beauchamp. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc de Melissa de la Cruz. Donc que j'ai bien aimé également. J'étais très contente de retrouver Melissa de la Cruz que j'aime beaucoup dans la saga Les Vampires de Manhattan. Donc là on parle de sorcières. Et vraiment j'ai bien aimé le livre. Je me suis très vite attachée au personnage, surtout à Ingrid qui est quand même ma préférée des deux sœurs, puisque là on suit Johanna, je crois que ça, oui, Johanna la maman, et Ingrid et Freya ces deux filles. Et oui, je me suis beaucoup attachée à Ingrid, un peu moins à Freya, enfin un peu plus loin dans le roman. J'ai commencé vraiment à apprécier Freya, mais j'ai beaucoup apprécié le personnage d'Ingrid, qui est en plus un personnage qui est bibliothécaire. Et donc voilà, donc pour vous faire un rapide résumé, donc en fait Johanna, Ingrid et Freya sont sorcières, mais après un traité, une loi, elles n'ont plus le droit d'exercer leur magie. Mais des choses vont faire que une à une, elles vont avoir envie de reprendre leur activité magique. Et donc j'ai bien aimé ces passages-là où elles doutent, où elles se disent est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et après ensuite toute l'intrigue qui se noue autour de ça. J'ai vraiment apprécié la lecture jusqu'à ce que à la fin en fait tout se précipite. C'est vrai qu'on m'en avait déjà parlé, on me disait qu'à la fin c'était assez dur de suivre, que tout se précipitait, et c'est vrai. Melissa de la Cruz nous assomme un peu avec plein d'infos. Elle nous donne des révélations sur l'intrigue, elle nous donne d'autres révélations, elle nous parle de la mythologie. Alors ça j'ai beaucoup aimé l'aspect mythologique, on a exactement le même aspect dans les Vampires de Manhattan, ces histoires de dieux, etc. Et ça j'adore, déjà dans les Vampires de Manhattan j'aimais beaucoup. Et là j'étais très heureuse de retrouver ce point dans les Sorcières de Northampton. Surtout que il y a aussi un personnage des Vampires de Manhattan que l'on retrouve qui fait une petite apparition. Par contre sur ce point là j'étais très heureuse de retrouver ce personnage, je vous dis pas lequel. Faut pas vous spoiler, mais j'ai eu donc l'impression de me faire un petit peu spoiler. En fait, j'en suis pas sûre, hein. Vraiment, c'est vraiment entre guillemets, parce que j'ai pas terminé la saga Les Vampires de Manhattan. Là, tous les tomes sont sortis, ils sont au nombre de 7. Et il me reste encore le tome 6 et le tome 7 à lire. Et en fait, je sais pas, il y a un élément dans les Sorcières de Northampton dont je ne me souviens pas. Et que donc ce personnage des Vampires de Manhattan en parle. Et je me suis dit, est-ce que c'est moi qui ne m'en souviens pas et peut-être que je l'ai lu, ou est-ce que c'est dans le tome 6 et le tome 7 que je n'ai pas lu et du coup, maintenant je le sais. Mais bon, c'est pas bien grave, je lirai la saga Les Vampires de Manhattan, je la finirai un jour, certainement. Et donc voilà, mais c'est vrai que j'étais un petit peu perplexe, surtout que
je me suis dit que Melissa de la Cruz, voilà, parle de ce personnage qui est quand même un personnage central dans les Vampires de Manhattan. Et je me suis dit que pour ceux qui n'avaient pas lu la saga, il y a peut-être des choses qui leur échappaient. Par exemple, l'importance de ce personnage, parce que c'est vraiment pas un personnage secondaire, c'est l'un des personnages principaux de la saga. Et donc voilà, ça j'ai trouvé ça vraiment un tout petit peu dommage, mais ça n'a pas enlevé le fait que j'ai beaucoup aimé la lecture, que j'ai bien aimé la fin, que la toute révélation de la fin donne très très envie de lire le tome 2 et que je le lirai certainement quand il sortira. Donc voilà, c'est quand même une très bonne lecture, j'en ai pas fait un coup de cœur parce qu'il y a quand même voilà, des petits éléments qui m'ont gêné, la fin qui se précipite, un flot d'informations d'un coup, mythologie, révélation, on nous révèle bah, voilà, le coupable de l'intrigue, etc. Donc voilà, on est complètement perdu. Et puis aussi ce petit point voilà, sur la saga Les Vampires de Manhattan, je trouve que c'est une très bonne idée de l'inclure. Moi ça m'a fait plaisir de revoir ce personnage. Mais s'il y a vraiment, si j'ai vraiment été spoilée, bah c'est dommage. Ou à moins que parce qu'on n'est pas forcément à jour. Voilà, Melissa de la Cruz, elle connaît son histoire. Mais nous, on n'est pas forcément au même point qu'elle. Et j'ai trouvé ça aussi dommage bah, pour les personnes qui lisent pas Les Vampires de Manhattan, qui peut-être ont des informations, enfin non pas certaines informations. Donc voilà, mais je vous le conseille quand même, parce que j'ai quand même passé un très très bon moment avec ce livre. Et ensuite, j'ai lu Penelope Green, donc le tome 1, La chanson des enfants perdus, de Béatrice Botté, que j'ai terminé hier. Et celui-là, par contre, c'est un gros coup de cœur. J'ai vraiment adoré. Je suis très contente d'avoir retrouvé la plume de Béatrice Botté que j'avais beaucoup appréciée dans le Grimoire au rubis. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 du premier cycle. D'ailleurs, il faudrait que je dise le tome 3 pour clore le cycle. C'est une saga en 3 cycles et les 3 cycles ont 3 tomes chacun. Donc, pour en revenir à Penelope Green, j'ai adoré. Déjà, le gros point fort pour moi de ce livre, c'est Pénélope elle-même. Elle est vraiment géniale. Je sais plus en quelle année on est. Et vraiment en 1880. Donc en Angleterre, en 1880, donc avec les convenances et tout ce qui va avec. Et Pénélope est... on dit souvent d'elle qu'elle est une suffragette, donc elle est très très féministe, oui c'est ça. Elle est très féministe. Et moi j'ai aimé ce côté-là, elle veut pas porter de corset, elle se déguise en garçon parfois dans son enquête, ou elle se déguise en jeune fille des bas quartiers parce qu'elle est des hauts quartiers, elle est fille de journaliste, son père vient de mourir et elle décide de prendre sa suite, donc elle ne veut pas se marier, je crois qu'elle a environ 16 ans, 17 ans. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et elle a décidé qu'elle se marierait pas, qu'elle vivrait seule dans sa grande maison. Elle a un prétendant qui lui court après, elle passe son temps, elle l'envoyait balader et ça m'a fait beaucoup rire. Donc voilà, après ensuite, on suit donc une enquête, puisque Pénélope va reprendre un dossier de son père, donc le dossier Foxglove Court, qui est un quartier des bas-fonds de Londres. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé tout ce qui va se lier autour de cette affaire. On est nous-mêmes, enfin moi j'ai été totalement prise dedans. Je voulais absolument savoir ce que c'était que cette affaire de Foxglove Court. La chanson des enfants perdus aussi, dont on va entendre parler. Et tout ça se mêle. Et je m'attendais pas à ce que tout ça se mêle aussi à l'histoire personnelle de Pénélope. Non, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je vous en dis pas plus parce que il faut vraiment le lire, il faut vraiment être dans l'enquête, voilà. On va aussi rencontrer un personnage masculin, donc Cyprien, qui est un Français et qui est marin, donc qui va faire escale à Londres et qui par moult aventures va rencontrer Pénélope. J'ai beaucoup aimé ces deux-là parce qu'ils me font beaucoup rire. Pénélope parle un petit peu français, lui parle anglais, mais alors on sait jamais en quelle langue vraiment il se parle, mais on sait que Pénélope essaye de lui parler français parce qu'elle le tutoie, alors que normalement ils sont censés se vouvoyer. Lui vous voit pendant longtemps Pénélope, il l'appelle Miss, comme voilà, les convenances le veulent, mais Pénélope ne sachant pas faire la différence en français entre le tu et le vous, parce que vous savez que c'est pas pareil qu'en anglais, c'est le même mot. Elle le tutoie et puis elle a ce côté désinvolte. Enfin voilà, il se passe plein d'aventures aussi avec Cyprien et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. La fin m'a ravie, j'avais qu'une seule envie, c'est de lire le
tome 2, de suivre Pénélope dans ses nouvelles enquêtes et dans ce nouveau rôle qu'on lui donne à la fin du livre. Vraiment, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, l'enquête policière. Franchement, elle est vraiment, vraiment sympa. Même si je trouve que Béatrice Beauté, comment dire, en fait, nous expose toutes les hypothèses de Pénélope. Et ça, c'est une chose que j'ai vraiment bien aimée. Mais il y en a vraiment beaucoup. Pénélope passe son temps à se poser des questions. Et pourquoi ci, mais pourquoi ça? Et pourquoi lui? Et pourquoi pas lui? Et si c'est lui qui a fait ça? Et du coup, nous, on a la tête grosse comme ça. On se dit, mais oui, mais allez, dis-nous quoi. Parce qu'à force de nous coller des questions, on a aussi toutes les questions. Donc au final, on répond très bien à nos questions. L'enquête se clôt. Et j'ai vraiment bien aimé. C'est vrai que le seul petit, mais alors vraiment tout petit point noir, c'est vraiment ce flot d'informations, vraiment comme si on était nous aussi dans une enquête policière et qu'on se posait toutes ces questions. Mais moi, ça m'a pas du tout dérangé. Donc voilà, c'est un livre que je vous conseille beaucoup. En plus, c'est rare, enfin, je trouve que c'est rare qu'on lise des... Pour ma part, en tout cas, de lire des auteurs français. Et là, ça a été un plaisir d'avoir un coup de cœur, encore une fois. Parce que j'avais vraiment bien aimé Le Grimoire au rubis. Et là, je crois que Penelope Green va être l'une de mes sagas chouchoutes. J'ai qu'une seule envie vraiment, c'est de lire le tome 2. Surtout que j'ai été lire les résumés, enfin le résumé, sur la FNAC je crois. Et donc on retrouve Pénélope dans plusieurs villes différentes dans les autres tomes. Donc elle quitte Londres et elle va parcourir un peu le monde. Et là, dans le tome 2, on se retrouve à New York. Et apparemment, l'affaire concerne une maternité un peu clandestine où les jeunes femmes vont. Donc voilà, il y a des choses bizarres qui se passent dans cette maternité. Et j'ai vraiment qu'une seule envie, c'est de lire ce livre. Donc voilà, je vous conseille vraiment le tome 1 de Penelope Green, donc de Béatrice Beauté. Et ensuite, alors j'avais très envie de lire Sentiment 26 de Guéma Malé. Mais je me suis dit entre deux, une petite lecture détente, une petite lecture sympa, voilà, pas prise de tête, même si les autres n'étaient pas du tout des lectures prises de tête. Hein. Même si Penelope Green, j'étais à fond dans l'enquête et que vraiment je l'ai pas lâché et j'avais vraiment très envie de le lire pour savoir la suite. Je me suis dit qu'il fallait que je lise voilà, une petite lecture sympa, donc j'ai choisi Un été pour tout changer, qui est le tome 1 de la saga Les filles au père de Melissa de la Cruz, encore une fois. Donc voilà, c'est la première saga qu'a écrit Melissa de la Cruz. J'ai été voir un peu hier pour voir dans quel ordre elle les avait écrits. Donc c'est cette saga-là d'abord qui compte 4 tomes. La saga Les Vampires de Manhattan qui compte 7 tomes plus entre, je sais pas comment on dit, un tome entre en fait. Et puis après, en ce moment, elle est en train d'écrire donc Les Sorcières de Northampton. Donc pour revenir à Un été pour tout changer, j'en suis à la page 114. Donc j'ai bien lu hier quand même, ça se lit très vite, c'est écrit très gros. Donc voilà, c'est très jeunesse, je vais pas vous le cacher, mais moi de temps en temps j'aime bien le très jeunesse. Donc c'est vraiment très jeunesse, mais c'est très sympa. C'est un côté un petit peu Gossip Girl qui me fait plaisir, parce que Gossip Girl est une de mes sagas préférées. Et quand je l'ai terminée, j'étais très triste. Et souvent quand je lis ce genre de livre, j'espère retrouver un petit côté Gossip Girl. Donc là, il y a un petit côté comme ça, voilà. On se retrouve dans les Hamptons, donc avec 3 jeunes filles. Donc Mara, qui est une jeune fille un peu de la campagne, voilà, une jeune fille très simple, qui vit dans une famille pas plus aisée que ça, voilà, moyenne, qui travaille dans un garage, je crois, avec son petit ami. Enfin voilà, une jeune fille très simple, mais qui a été embauchée, donc, pour être jeune fille au père dans cette villa, donc au Hampton. Avec elle, donc parce qu'elles sont donc 3 jeunes filles au père, on retrouve Jackie. Donc Jackie qui elle est mexicaine, brésilienne, mince je sais plus. Bref, qui vient donc non, je crois qu'elle vient du Mexique ou du Brésil. Enfin bref, je sais plus, désolée. Et c'est pas écrit. Et donc voilà, qui est l'archétype parfait de la magnifique jeune femme qui a la peau bronzée, les cheveux noirs, les yeux revolver, enfin tout ce que vous voulez, qui appâte les garçons d'un claquement de doigts, qui m'a l'air de pas devenir non plus d'une famille très aisée, mais qui est comment dire,
familière à ce monde puisqu'elle travaille dans son pays dans une boutique très très huppée. Donc voilà. Et c'est un personnage pour le moment que j'apprécie pas plus que ça, parce que comme je vous le disais, elle est assez hautaine quand même. Enfin voilà, elle sait qu'elle est belle, elle joue de ses charmes. Enfin j'espère que le personnage va changer quand même parce que c'est... Rien que là au début ça m'a un peu dérangée. Et ensuite il y a le personnage d'Elisa qui elle est une ancienne new-yorkaise. Donc qui connaît très très bien les Hamptons, qui passait avant toutes ses vacances. C'est une ancienne riche entre guillemets. Son père a fait faillite, il était avant travaillé dans une banque je crois. Donc il était très très riche et malheureusement il a perdu tout son argent, donc ils ont dû déménager. Elle s'est retrouvée dans un petit appartement, voilà, donc c'est vraiment la petite fille riche qui va devoir apprendre à se débrouiller avec beaucoup moins d'argent. Et donc là, elle retrouve donc forcément ses anciens amis aux Hamptons. Donc elle fait croire un peu que tout va bien, parce que bien sûr, elle ne va pas dire que maintenant elle est pauvre, entre guillemets. Mais elle se fait aussi embaucher donc par la famille Perry, donc pour garder les enfants, en tant que jeune fille au père. Et là, j'en suis arrivée à un moment où Elisa commence vraiment à comprendre qu'elle n'est pas chez les Perry pour se la couler douce. Parce qu'elle, elle pensait vraiment que vu que Monsieur Perry et son père étaient anciens amis et anciens collègues, voilà, il l'avait invitée et qu'elle allait se la couler douce, mais non, non, elle est bien là pour travailler. Donc voilà, Elisa par contre, elle est aussi un petit peu... voilà, avec Jackie, elle forme un peu la paire de peste. J'espère qu'elles vont changer dans le livre parce que sinon, je pense que ça va un peu me gêner, surtout que la pauvre Mara est vraiment la jeune fille gentille qui est là pour travailler, qui s'occupe pour le moment toute seule des enfants pendant que les autres vont faire la fête. Donc voilà, j'en suis à ce moment-là. J'espère que, voilà, que ça va bien continuer. Bien sûr, il y a déjà des histoires d'amour qui se profilent quand on sent venir à 3 km. Mais comme je vous disais, moi ça me gêne pas. C'est vraiment une petite lecture d'été, une petite lecture détente. C'est très jeunesse. Donc on se doute un peu de ce qui va se passer. Mais c'est très très sympa et j'aime retrouver ce petit côté Gossip Girl dans le côté un peu hautain et riche de Elisa, dans le côté très Hampton. Donc voilà, j'ai hâte de continuer ma lecture quand même. Je pense que ça va se lire très très vite vu que j'ai déjà lu 150... Non, 110 pages hier. Donc voilà, hâte de voir la suite. Donc c'est tout pour moi, pour mes lectures. Je sais pas en combien de temps j'ai lu... J'ai lu tous ces livres, j'ai pas vraiment fait attention. Mais c'est plus que ce que je lisais avant, parce que j'ai déjà lu... je crois que j'ai déjà lu 5-6 livres au mois de juillet, alors que pendant l'année scolaire, je lisais 3 à 4 livres par mois. Donc je suis vraiment déjà très très contente d'avoir lu tous ces livres. Surtout que ça a été tous de très très belles découvertes, j'ai pas été déçue encore. Un tout petit peu par Les Sorcières de Northampton, mais c'est vraiment pas grand chose. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très très belle journée ou une très belle soirée, ça dépendra à quel moment la vidéo va se mettre en ligne et à quel moment vous la regarderez. Donc voilà, profitez bien de vos vacances, profitez bien de vos lectures et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!